C'est un bout de Picardie maritime, encadré par 2 immenses baies. Une langue de terre, de sable et d'eau. Le Marcanterre, ses plages et ses stations balnéaires protègent un paysage de campagne au pied de sa capitale, la ville de Rue. Les trésors d'architecture qui s'y trouvent témoignent de son riche passé. Robin et Karine nous feront découvrir le beffroi et les 2 chapelles, construites après la découverte d'un crucifix miraculeux. Ici sont nés les Henson, dernière race de cheval créée en France. Nous partirons en balade avec Aurélie. Avant de rejoindre Pierre sur la plage de Fort-Mahon, à bord de son char à voile. Ici encore, les hommes ont inventé un espace préservé pour les oiseaux en migration. Cécile y est guide nature en formation. Et c'est avec Paul que nous découvrirons l'histoire cachée d'une géographie surprenante, totalement façonnée par l'homme. Au-delà de ses frontières, le Marcanterre est d'abord connu pour son parc ornithologique. Une réserve naturelle de 200 hectares où viennent séjourner tout au long de l'année des milliers d'oiseaux au gré de leur migration. Philippe Caruette en est le plus fin connaisseur. Il est aussi le garant de l'esprit des lieux. Tous les jours, vers 8 heures, il vient respirer l'atmosphère du parc. Le matin, quand on arrive, on a souvent les avocettes qui viennent se nourrir sur le début du parcours, sur les plans d'eau à faible niveau d'eau. On a les cigognes qui nourrissent leurs petits, pas mal de spatules qui passent en vol. Donc on est sur un panorama où l'activité est perpétuelle, notamment dans des journées ensoleillées comme ça, où la lumière va être très favorable aux espèces. C'est une ambiance d'harmonie. Quand vous arrivez le matin, vous avez le sentiment d'être à la fois tout seul, puis être à la fois avec plein d'espèces autour de vous. C'est là où vous observez les comportements, c'est là où vous observez comment la réserve vit au quotidien. Le matin, le soir, c'est des moments magiques. Petit poussin de fouque là-bas. Longue vue sur l'épaule et regard pointé vers le ciel. Ne cherchez pas Philippe dans son bureau. Aussi longtemps que possible, il est sur le terrain, à l'affût des oiseaux et surtout des visiteurs qui l'entourent. Et les avocettes, il y a 2 avocettes qui se nourrissent, on les voit sabrer l'eau là. Bon, et une spatule qui passe en vol là au-dessus. Une spatule. Ouais, les spatules, on les voit souvent avec le cou tendu. Ouais. Et là, on les voit manger, on les voit sabrer l'eau. Ah oui, on va arrêter. S'il y a une vague ou quelque chose qui l'échoue sur la berge, elle n'ira pas sur la berge. On pourrait imaginer que ce lieu soit un sanctuaire où l'homme ne serait pas là. Mais sans l'homme, je pense que la réserve ne serait pas aussi riche de diversité parce qu'il manquerait quelque chose, il manquerait ces moments de partage, d'observation sur le terrain. On n'est pas dans un laboratoire, on est dans la vie du quotidien. Et les sciences naturelles, aujourd'hui on parle de biologie, c'est d'abord sur le terrain, c'est avant tout. On a beaucoup de groupes d'enfants, de scolaires qui viennent pour travailler dans la bonne humeur, dans l'observation positive. Et c'est pas du tout une activité contraignante d'observer la nature. Au contraire, c'est une activité qui enrichit à la fois la nature et à la fois l'homme. Chaque année, plus de 170 000 personnes visitent le parc. Un succès qui récompense la philosophie des lieux, l'esprit de partage. Pour accueillir tous ces curieux, Philippe n'est évidemment pas tout seul. Voilà, regardez, la femelle, elle est là. Hop, vous voyez devant. Elle n'a pas du tout les mêmes. Une vingtaine de guides sillonnent les sentiers, accompagnent les groupes, des plus âgés aux plus jeunes. Les herbes vertes, on appelle ça une prairie. Alors que là où les herbes sont jaunes, on appelle ça une roselière. Eh bien ça, c'est 2 endroits où des oiseaux différents viennent pour vivre. Comme ses camarades, Cécile est en formation dans le parc. Elle en sortira avec un diplôme de guide nature, unique en France, validé par l'Université de Picardie. Ce matin-là, travaux pratiques avec les élèves d'une classe primaire. Vous voulez revoir?
attention, il va pleuvoir. Et vous voyez bien tous les petits bras de la plante? Si vous voulez, vous pouvez passer un doigt sur le côté marron, c'est tout dur, et un doigt sur le l'autre, côté vert, après c'est l'autre, tout doux. doucement, doucement les enfants. C'est une formation qui est vraiment passionnante. C'est vraiment très très valorisant d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup ensuite de choses à transmettre. Savoir s'adapter à tous les publics, partager sa passion, ses connaissances. C'est le défi et la passion du quotidien. Ce que je fais ici, c'est fantastique. Voilà. Alors si je pouvais continuer, ce serait formidable. C'est vraiment un site qui est merveilleux. La baie de Somme juste à côté, l'un des premiers passages migratoires européens, le parc du Marcanterre, le faire vivre, ça donne envie de se lever le matin. Spatule au-dessus de nous! D'un vol de spatule, nous voici à présent aux abords de la Héronnière, l'une des plus importantes de France et surtout la seule visible du grand public. Une centaine de couples de cigognes, de hérons cendrés, de spatules y nichent en permanence. Un spectacle incroyable qu'un homme, de l'autre côté du parc, a pris l'habitude d'observer le plus discrètement possible. Alors là, on va monter dans le ciel, on va s'approcher du Créateur, et donc c'est quasiment une démarche spirituelle qui demande un préalable d'humilité. Nous sommes à présent dans le domaine du Marcanterre, de l'autre côté du parc ornithologique. Paul Janson est ici chez lui. Du haut de cet observatoire, vue imprenable sur les oiseaux et leurs petits. Vu du ciel, le domaine du Marcanterre offre un panorama unique. 900 hectares totalement préservés, où la nature, pense-t-on, règne en maître depuis toujours. Il y a quelques décennies, ici c'était le désert, c'est-à-dire que vous oubliez toute la végétation sur la dune. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait même pas d'Oya, et je me souviens, quand j'accompagnais mon père sur les chantiers de plantation, dans le désert, il me disait « tu verras un jour, ça sera la forêt ». Et avec mes 8, 9 ans, 10 ans, je n'arrivais pas à imaginer cette image. À la fin de la guerre, mon père s'est dit « qu'est-ce que je fais de mon domaine ?» Il fallait bien en faire un outil de travail. Mon père était un entrepreneur et il s'est dit « je vais créer une activité agricole dans certaines plaines du domaine ». Il a voulu produire des productions nobles et ça a été la production de tulipes, de jacinthes, enfin de bulbes à fleurs en général. On est dans les années 50, il y avait des protections douanières, pas encore de marché commun, et le business marchait très bien. Et mon père s'est dit, mais c'est fantastique, je vais aller demander l'autorisation de faire le dernier polder de la région Marcanterre, le dernier polder en baie de Somme, pour pouvoir conquérir 150 hectares supplémentaires et pouvoir développer mon activité de bulbes à fleurs. Michel Janson, le père de notre guide, se lance alors dans un pari complètement fou. Transformer ces terres humides et sablonneuses en plaines cultivables. Il se donne 3 ans. Il en passera presque 10 à transformer la nature. Après des travaux gigantesques, il parvient à ses fins. Mais après quelques années, la culture des fleurs s'avère trop périlleuse et pas assez rentable. Et un jour, on s'est dit, allez, on change de cap. Là où on avait éliminé toutes les petites dunes en formation pour faire des beaux champs tout plats, bien réguliers pour avoir des champs de jacinthe, eh bien, on est revenu avec des bulles et puis on a creusé des mares, on a agrandi les plans d'eau, on a recréé un site naturel qui est en fait à l'origine totalement artificiel. Oubliez les fleurs. Michel Janson imagine un espace dédié aux oiseaux. Et c'est ainsi que naît le parc ornithologique. Nous
Nous sommes en 1973. Le Marcanterre vient de conquérir un nouveau territoire sur la mer. Le dernier d'une longue série commencée dès le XIIe siècle. Une histoire de digues, de canaux, de polders, que nous raconte le géographe Vincent Bavedin. Il y a plusieurs siècles, ici, on aurait été les pieds dans l'eau de mer. La mer était là. Et petit à petit, les terres ont été conquises sur la mer, elles se sont rapprochées de la mer, qui n'est pas très loin derrière, à des fins agricoles. D'ailleurs, on voit, hein, on a essentiellement ici un espace de pâture, un espace d'élevage, on a une vision de verdure, une vision de pleine nature, alors qu'en fait, c'est un territoire tout à fait artificiel, qui a été conquis au fil des siècles par l'homme, par des gains de terre sur la mer, ce qu'on appelle des poldérisations. Et on a d'ailleurs les digues qui permettent de le voir, qu'on appelle les renclotures en picard. C'est vraiment, on pourrait dire, un territoire qui a connu une conquête, une colonisation humaine. Et ce sont les hommes qui l'ont façonné. L'histoire des hommes et de leurs croyances, plus forte que la géographie. Il faut venir dans la ville de Rue, la capitale de ce coin de Picardie, pour le comprendre. Derrière les murs de la cité se cache une relique. Une main aujourd'hui précieusement protégée, vestige d'un événement qui changea le cours de la destinée. Un matin du mois d'août 1101, un crucifix vient s'échouer aux portes de la ville, en provenance, dit-on, de Jérusalem. Pour le voir, les pèlerins vont affluer de toute l'Europe. La prospérité s'installe pour des siècles. Dans la chapelle du Saint-Esprit, au pied d'une magnifique porte ajourée qui donne sur la nef, Robin accueille les groupes de visiteurs attirés par ce patrimoine architectural. Ce jeune guide se passionne pour l'histoire de sa ville et la légende du crucifix miraculeux. C'est vraiment cet événement-là qui va faire l'enrichissement de la ville, sa liberté, l'achat de la charte communale, mais également un haut lieu de pèlerinage. La construction de cette chapelle du Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que l'ancienne église était trop petite pour accueillir autant de monde, autant de pèlerins. C'est pourquoi la volonté des Ruins, c'est d'accueillir les pèlerins riches, de construire un édifice propre pour le culte du crucifix miraculeux. C'est la chapelle du Saint-Esprit. Construite au XIVe siècle, et bien que de taille modeste, elle regorge de détails et de décorations qui font d'elle l'un des plus beaux édifices gothiques flamboyants au nord de Paris. À Rue, quelques mètres plus loin, la chapelle du Saint-Esprit possède une petite sœur, la chapelle de l'Hospice. Édifiée dès le XIIe siècle et dédiée à Saint-Jacques de Compostelle, elle répond elle aussi à l'afflux de pèlerins attirés par le crucifix miraculeux, les pèlerins les plus démunis. À l'intérieur, le regard se porte rapidement vers cette surprenante voûte en carène de bateau renversé. Pendant longtemps, elle fut cachée par un faux plafond. Entre les deux chapelles, la ville possède son beffroi, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Nous y retrouvons Karine, en route vers le chemin de ronde. Alors ici, nous nous trouvons dans la salle des gardes qui date du XVe siècle. Et dans cette salle, en fait, les gardiens assuraient la surveillance de la ville. Donc la sécurité est primordiale et la tour de beffroi joue un rôle majeur dans l'histoire médiévale de la cité de Rue. Donc là, les gardiens usitaient les cloches, les cordes des cloches pour pouvoir annoncer les événements en lien avec l'histoire de la ville, donc à savoir l'arrivée d'un roi, l'arrivée de l'ennemi ou le feu dans la cité. Donc il faut se souvenir que Rue est une ville riche, donc automatiquement elle est convoitée. Et donc il faut absolument se protéger, une muraille, une fortification et puis une tour de guet pour prévenir les attaques éventuelles. La ville de Rue s'est bâtie sur un îlot de galets que la mer avait apporté il y a plus de 80 000 ans de cela. Et donc cette population qui s'installe sur ce monticule de galets à l'embouchure d'une rivière
va donner son nom à la rivière, en fait, les hommes du Ru, les hommes du ruisseau, d'où le nom de la ville. On a ici un patrimoine exceptionnel qui traduit la richesse de cette ville depuis le Moyen-Âge autour d'un crucifix miraculeux. Donc en fait, les jeunes de rue deviennent pour certains guides l'été dans nos monuments. Donc en fait, ils se réapproprient le patrimoine qu'ils vont devoir porter à leurs enfants. Donc c'est important d'avoir cette transmission de génération en génération. Les vieilles pierres, au milieu d'une nature préservée. Le Marcanterre a bien des atouts pour séduire. À Quin et Fort-Mahon-Plage, les pèlerins d'hier ont laissé la place aux touristes d'aujourd'hui. Si bien qu'au fil des ans, d'immenses campings ont vu le jour, au milieu des pins. Un tourisme balnéaire qui remonte au début du siècle. À l'époque, un tramway amène les visiteurs jusqu'au bord des plages. Un siècle plus tard, les longues étendues de sable fin sont toujours là. Et quand viennent les beaux jours, les vacanciers prennent rapidement possession des lieux. Et puis, il y a les habitués, ceux qui ont appris à jouer avec un invité permanent, le vent. Tu prends devant, tu montes dedans, Jean-Pierre? Dans le civil, Pierre est agriculteur à quelques kilomètres de là. Mais dès qu'il le peut, il s'échappe et vient pratiquer avec ses copains un sport né ici même. C'est à Fort-Mahon, il y a 30 ans, que fut créée la première école de char à voile en France. Sur tous les clubs de char à voile qui se trouvent en France, tout le monde connaît Fort-Mahon. Tout le monde au moins est venu faire une course à Fort-Mahon. Et tout le monde s'en rappelle. Parce que c'est quand même une plage où c'est quand même technique, quoi. Il y a deux types de pratiquants. Il y a le pratiquant qui aime bien s'éclater, qui aime bien la vitesse. Et puis il y a le pratiquant qui fait du char à voile pour se promener et se détendre. Moi, je suis les deux, en fait. J'aime bien... au départ, j'ai bien aimé le côté vitesse, se faire un petit peu de frayeur. Maintenant, en vieillissant, j'aime encore bien la vitesse, mais je suis un petit peu plus prudent quand même. Beaucoup moins téméraire quand même. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que on a cassé quand même pas mal de matos, quoi. Surtout toi d'ailleurs. Ouais. Mais ça fait partie du jeu. De toute façon, le Marcanterre, c'est magique. Et souvent, on va chercher loin ce qu'on a à notre porte, quoi. Moi, mon plaisir, c'est aujourd'hui du soleil, du vent, et puis partir se tirer la bourre avec un ou deux copains. La motivation, c'est d'être en groupe. Et en plus, il n'y a pas de conflit de génération. On roule aussi bien avec des personnes de 20 ans jusqu'à 70 ans. Et ça, c'est super. C'est super. Et moi, j'ai démarré avec mon garçon qui avait 14 ans. On est parti, on en faisait les mêmes courses. Bon, alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette petite matinée de char à voile là? Le vent était faible, mais finalement, on a réussi à se faire un peu plaisir quand même, malgré la force du vent. On n'a pas poussé, c'est bien. Parle pour toi. Oui, parle pour toi. Ouais, mais Jean-Pierre n'a pas eu de bol.
Pourquoi? Bah écoute, il a pas roulé beaucoup, mais bon, c'est déjà pas mal. En plus, il y a du soleil, donc c'est parfait. Avec quelques nœuds de plus, ça va. Avec quelques nœuds de plus, c'est mieux, surtout pour toi, Jean-Pierre. Ah. Pour finir notre voyage, retournons à l'intérieur des terres, à la rencontre des derniers habitants arrivés sur les lieux. Au détour d'une pâture ou d'un champ, impossible de ne pas les croiser. Les chevaux Henson sont nés ici, de l'imagination et de la volonté d'un groupe de passionnés. Ils font désormais partie intégrante du paysage. Fin de journée, l'heure du cutting, le tri du bétail. Un troupeau de vaches Highland est ramené à la ferme. Un petit goût de Far West au cœur du Marcanterre. Parmi les haras qui rassemblent les 1200 spécimens de la race implantée dans la région, il y a celui que gère Aurélie, entre fermeté et douceur. Hop, allez-y. La Dolly. Doucement, 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 doucement. Non, non, Chips. Ça va, oui. Dis donc. Ça va, ça va, ça va. Oui, tout va bien. C'est ma famille, puisque je baigne dedans depuis de très nombreuses années. Et oui, effectivement, je les connais tous par cœur, les poulinières, les étalons, les petits, les grands, leur caractère, leurs différences, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. On les voit naître, on les voit grandir, on les met au travail. Donc j'ai l'avantage de connaître les petites choses que tout le monde ne connaît pas sur ces chevaux. Créer une nouvelle race de cheval, au prix d'un long travail de croisement génétique. C'était l'idée un peu folle de quelques hommes. Elle fut reconnue officiellement en 2003. Ah, bonhomme. Ils avaient au départ beaucoup de juments de selle qui étaient un petit peu trop chaudes, hein, ce qu'on dit dans le monde de l'équitation. Ce qui fait qu'ils ont eu l'idée de croiser avec ce poney fjord qui est d'un tempérament beaucoup plus placide, beaucoup plus calme. Mais chez le fjord, il manquait en fait la taille et le petit peps que la jument de selle avait. Donc l'idée est venue de croiser ces chevaux pour avoir un cheval rustique avec un tempérament très placide, mais que tout type de cavalier puisse utiliser, puisque le Henson en fait est un cheval qui est polyvalent. Donc on peut vraiment tout faire avec un Henson, de la randonnée, de la compétition en endurance, ce petit cheval que personne ne voulait reconnaître. Au jour d'aujourd'hui, on a une très grande satisfaction. C'est une aventure extraordinaire que j'espère on va continuer très très longtemps. Il y a une sensation de liberté, une sensation de grandeur, en plus avec un compagnon qui nous met en confiance parce que c'est des chevaux vraiment qui restent très tranquilles sur la plage, donc ça nous permet aussi de pouvoir galoper tranquillement et de profiter du paysage tout simplement. On est au bout du monde, il y a des kilomètres et des kilomètres de plage, il n'y a pas un seul morceau de béton, on n'entend pas de voiture. Et on est avec les animaux, la nature. C'est vraiment un cadre qui est extraordinaire. Le Henson ressemble à la terre qu'il a vu naître, jusqu'à la couleur sable de sa robe Isabelle. Il est devenu l'un des emblèmes du Marcanterre, le passeur idéal pour découvrir la diversité des paysages. Une beauté sauvage que l'homme a su modeler avec respect et ténacité au fil des siècles.